Mais je trouve que, là encore, je trouve que la théorie de Dabrowski, elle est vraiment dynamique en ce sens où, voilà, tout est un dosage, en fait, vous voyez, et il y a une infinité de dosages. Donc, c'est ça que je trouve intéressant chez. Ben, ce qui rend complexe le modèle, Absolument. c'est Et qui ça. rend chaque personne unique. Et ça, c'est super. Plutôt que de dire t'as 130, t'as 135, ou t'as 140 ou plus. Ouais, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Ben, on paye, on s'en va. Voilà, on paye cher, on s'en va, et on n'en fait rien. Enfin, ça donne pas d'ouverture, de Et compréhension. des fois, c'est bien hein, pour les gens qui doutent. Il y a aussi des psys Oui, qui bien travaillent sûr. bien, qui ont étudié le sujet et, euh, et qui sont utiles pour certaines personnes. Donc après, il faut faire le tri. Et pour ça, Dabrowski ne s'apprend pas à l'université. La douance atypique ne s'apprend pas à l'université. Donc il faut bosser derrière. Oui. Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle interview et je suis ravi d'inviter Patricia Lamar et d'inviter Casimir Dabrowski. J'en parle régulièrement, il est assez exceptionnel, d'autant plus exceptionnel qu'on n'en parle pas beaucoup en Europe, même s'il a travaillé en France, aux États-Unis, au Canada. Il est d'origine polonaise, mais je vais demander à Patricia de le présenter un peu plus. Mais comme il va à contre-courant des mouvements officiels, je peux comprendre pourquoi il est peu diffusé et pour autant il est extrêmement écologique en matière de psychologie positive. Il est psychiatre, psychologue, il a été musicien, il a fait plein de choses, donc c'est un bel atypique. Et aujourd'hui, dans le monde, il est plutôt suivi et poursuivi pour l'accompagnement des surdoués enfants ou surdoués adultes. Donc je vais demander à Patricia qui a écrit un livre là-dessus que vous connaissez sans doute. Gaëtran, on mettra l'affiche là. Tu prends le time code, on mettra l'affiche du livre de Patricia. Donc on va le mettre en affichage. Donc elle est psychologue, coach, elle connaît bien le monde des atypiques, formatrice. Et Patricia, je vous laisse compléter pour vous présenter vous et présenter Dabrowski. Ah. Alors, je ne suis pas psychologue, je suis psychopraticienne. Psychopatricienne, pardon. Voilà. Et coach, effectivement. Moi, je viens du monde de l'entreprise à l'origine, puisque j'ai vécu 20 ans en tant que cadre en entreprise, et puis ce métier depuis presque 25 ans maintenant, qui est un véritable choix, suite à une désintégration positive. C'est pour ça que ça m'a tant parlé. Alors, parlons de Casimir Dabrowski, parce que c'est lui dont il s'agit là. Casimir Dabrowski, comme vous l'avez dit, est un psychiatre, psychologue polonais qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale en Pologne et puis ensuite a émigré aux États-Unis. Il était né en 1902, ce monsieur, et ce qu'il faut savoir, et ça transparaît dans son œuvre, c'est que c'était quelqu'un de très spirituel. Il méditait tous les jours. Ça donne déjà une petite idée. Il a été très rapidement mis en contact avec la mort, ce qui a provoqué un certain nombre de réflexions, j'imagine, en lui. Ce qu'il dit, lui, dans sa théorie, et c'est ça, moi, qui m'a séduite, c'est que, il a remarqué, en fait, qu'il y avait des gens qui ne fonctionnaient pas comme les autres. Voilà. Donc, il ne dit pas c'est haut, c'est sûr, c'est mieux, c'est moins bien. Il dit simplement il y a un mode de fonctionnement différent qu'il a essayé, donc plus qu'essayé, qu'il a décrit en fait et conceptualisé, comme on va en parler juste après. Ouais. Alors, pour les personnes qui achèteront votre livre, vous présentez un peu toute son histoire et elle est importante parce qu'il a vécu jeune la Première Guerre, la Deuxième Guerre, il a perdu son frère, si je me souviens bien, sa Oui. mère a été emmenée dans les camps. Il est venu en France, il a travaillé avec Janet, il a rencontré Maslow, on pourra voir les liens avec la Oh, pyramide bien de sûr. Ouais. Maslow, il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé au Canada et il est peu repris en France. Et l'anglais, c'est sa dernière langue de mémoire. Il parle aussi l'espagnol. Il y a
beaucoup de publications concernant qui sont en espagnol. C'est très étrange, ce personnage totalement atypique et qui ciblait très bien les surdoués et de sa contribution qui est assez exceptionnelle et extrêmement écologique pour le bien de la planète. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par le solfège, par la cartographie Oui, de ce qu'il propose? Parce qu'en fait, c'est une alternative beaucoup plus intelligente, beaucoup plus subtile, beaucoup plus délicate, en particulier pour les HPI atypiques, hein, versus les HQI typiques pour moi. Et c'est une alternative beaucoup plus riche et respectueuse que le test de QI qui fait pour des gens normaux et que c'est un test scolaire et académique. Et ce que disait Dabrowski, il dit plein de belles choses issues de son travail. Les surdoués n'ont pas besoin de thérapie, ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est absolument. enfermé dehors. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de thérapie. Ils peuvent tous avoir des besoins de thérapie pour tout le monde, mais pas en tant qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est pas génétique, c'est épigénétique. C'est l'environnement qui produit l'anxiété ou les psychonévroses dont il parle pour les hyperexcitabilités. Et je trouve que ça change la donne. Votre livre est vraiment très bien fait, extrêmement intéressant, et tous les compléments scientifiques que vous mettez à la main, à la fin, je trouve que ça changerait la vie pour beaucoup de atypiques versus typiques, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas le discours officiel, mais Et je m'intéresse aux gens qui sont pas officiels parce qu'ils disent des choses intéressantes et justes. Est-ce qu'on peut commencer par la carte, en fait? Qu'est-ce qui caractérise, pour aller se promener, pour que les gens comprennent après comment on va jouer, la carte de ces préconisations? donc, Dabrowski a essayé de décrire en fait le développement potentiel de l'être humain. Donc, dans le livre, je reprends une métaphore qui est l'ascension d'une montagne, avec les différents éléments de cette ascension. Il y a le processus, hein, donc ce parcours potentiel du développement d'un être humain. Certains vont rester au camp de base, certains vont monter jusqu'au sommet, d'autres vont s'arrêter en cours de route, d'autres vont faire demi-tour. Les étapes, c'est les 5 niveaux dont on va reparler dans un instant. Les points de repère, bah, c'est ce qu'il appelle lui les dynamismes. Alors le mot est intéressant en lui-même puisqu'il montre bien qu'il y a quelque chose qui est dynamique derrière ça, qu'il y a un processus d'évolution qui est à l'œuvre et qui pour nous thérapeutes donne des points de repère en fait sur là où on est la personne. J'y reviendrai quand on en reparlera. Le carburant, bah, tout comme quand on fait une ascension de montagne, et ben on emporte avec soi de quoi manger, de quoi boire. C'est ce qu'il appelle les surexcitabilités. Alors ça, c'est aussi très intéressant, on y reviendra, parce que dans les années 60, au moment où il a vraiment mis en place cette théorie, on n'avait pas du tout ni les imageries médicales, ni tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Et lui, il a bien senti qu'il y avait une surexcitabilité quelque part du cerveau. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très visionnaire en fait, hein, quelque part. Pour coordonner cette ascension, ben, il faut un centre de contrôle et je reviendrai particulièrement sur le potentiel de développement qui est très important dans tout ce processus. Et puis la destination ultime, c'est-à-dire le sommet de l'évolution, le nouveau stade d'intégration secondaire, qui est, je dirais, l'objectif vers lequel on devrait tous tendre, mais pour lequel tout le monde n'est pas concerné de fait. Et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Voilà, c'est sa constatation. C'est ça que j'aime, moi, dans sa théorie, c'est que c'est ni bien ni mal, il décrit quelque chose. Voilà. Et de tout ça, en fait, découle une vision, et c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est aussi, quelque part, si peu répandu, parce que, comme vous le disiez, Fabrice, euh, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on raconte hein, dans la psychologie ou la psychiatrie classique. Hein. Donc lui, cette théorie lui permet d'avoir une vision sur les crises existentielles très particulière et qui, je trouve, est très aidante par rapport à notre public, le public de HP, HPI, ou de personnalités intenses, comme moi je les appelle maintenant, je préfère, et aussi un regard sur la santé mentale qui est évidemment très dérangeante par rapport à ce qu'on nous raconte traditionnellement.
Voilà. Alors, je voudrais faire juste un point là, enfin plusieurs points. Le premier, c'est que ce qu'on va voir là pour les gens qui nous écoutent, c'est une alternative au QI qui est un outil neurotypique fait par des neurotypiques pour des neurotypiques, fait par un siècle, j'en parle régulièrement, sur la déficience mentale, recyclé sur efficience mentale de conformité scolaire et académique. C'est ça. Donc c'est le monde autochtone dans lequel on se trouve, c'est pas le monde qui nous concerne et dans lequel on parle là. Donc ça, c'est une carte beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus délicate, qui est une carte dynamique et on va pouvoir en parler. Sur ce que vous venez de dire, il y a tout un mouvement aujourd'hui, enfin tout un mouvement dans notre petit monde, hein, donc faut tout relativiser tout ça, que la douance n'est pas une pathologie, bah, c'est ce qu'on va voir, c'est ce que dit exactement Dabrowski. La douance n'est pas une pathologie, il faut rappeler que c'est un psychiatre. Donc c'est par son entrée psychiatrie, et observation et son expositions de guerre mondiale, de ce qu'il a pu observer, de ce que ça lui a coûté, euh, que évidemment il ne s'agit pas de nier le fait qu'il puisse y avoir des problèmes sociaux Absolument. et Voilà. psychopathologiques, mais le fait d'être surdoué atypique n'est pas en soi ni une maladie ni une pathologie. Évidemment qu'il y a des risques de confusion dans les deux sens. Évidemment que, enfin, moi qui travaille beaucoup en plus sur tout ce qui est multi-exceptionnalité, que le HPI masque le TSA, le TDAH et le 10, mais évidemment que le TSA, TDAH 10 masque le HPI et encore plus le THPI et encore plus si c'est une femme Voilà. versus un homme. Absolument. Donc, ça requiert 1000 précautions. Et en fait, ce que fait Dabrowski, c'est qu'il met en perspective énormément de choses où les crises, l'anxiété, ce que vivent une grande majorité des surdoués, qui risquent d'être pathologisés, psychiatrisés, médicamentés. En fait, ce que dit Dabrowski, c'est un processus de libération et de santé mentale. C'est absolument l'inverse de ce qui est produit et projeté sur des atypiques. Et pour autant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on nie le fait que des atypiques, parce que c'est avéré, et on le voit pour les femmes, peuvent être bipolaires, borderline, enfin, c'est la même chose, euh, borderline est à limite ou autre, mais pas du fait d'être surdoué. C'est là que ça bug. Hum. Il faut bien savoir que des traumas, les missions juste avant qu'on a eu avec Chloé Manga, elle a de maladies, de maladies rares, dont une due à l'errance médicale. Hum. Donc ça parle de tout ça. Donc il ne s'agit pas de nier. Ça, c'est pour ma sécurité. Il ne s'agit pas de nier le fait qu'il n'y ait pas de problème psychologique, mais de dire que la douance n'est pas en soi un problème psychologique et les psychonévroses dont parle Dabrowski sont des signes de santé mentale, Et pas de d'évolution. maladie. Et que par ailleurs, on peut avoir de maladies ben, sur le fait de vivre dans un monde qui est plutôt brutasse. Alors on verra avec le premier niveau et de la violence ou de la maladresse parentale, éducationnelle, sociale. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte avec 1000 précautions pour tout le monde, pour les enfants, pour les parents et pour les éducateurs. Absolument. Et c'est ça aussi qui est très novateur dans sa démarche, finalement, et très aidant dans nos processus thérapeutiques. Absolument. On passe au slide suivant, Gaëtan. Donc, le numéro un, voilà. Alors, on va démarrer donc, sur ces 5 étapes potentielles de développement, hein, avec cette notion d'intégration et de désintégration qui fait le titre de la théorie de la désintégration cognitive. Donc, c'est vrai que quand on lit ça la première fois, moi, ça m'a fait un peu un choc. Le cerveau, il a un petit peu du mal, hein, mais en même temps, c'est tellement ça qu'on vit et qu'on constate aussi quand on est professionnel, dans certains cas. Alors, quelques petites définitions. Donc, on voit sur ce schéma du niveau 1 au niveau 5. Donc, 2 niveaux d'intégration. L'intégration primaire, qui est la première étape, c'est le point de base, hein, si on reprend l'image de l'ascension de la montagne. Et le niveau 5, tout en haut, j'atteins le sommet, ce qu'on appelle l'intégration secondaire. Qu'est-ce que l'intégration? C'est quand je fonctionne bien. Je ne me pose pas de questions, ça va, je suis équilibré, etc., etc. On imagine bien que l'intégration primaire et secondaire ne sont pas comparables. L'intégration primaire, quelque part, si on fait comment dirais-je, un rapprochement rapide,
Je dirais que c'est les deux premiers niveaux de l'échelle de Maslow, enfin de la pyramide de Maslow, hein, c'est survie et sécurité, hein. Donc, je ne me pose pas trop de questions, j'ai ce qu'il faut pour vivre, bon, voilà. Mais c'est comme ça et ça va bien comme ça, j'ai pas plus d'ambition que ça. Voilà. Le niveau d'intégration secondaire, ce que dit Dabrowski, c'est que c'est très peu atteint en général par les humains. Il cite quelques exemples qui considèrent avoir atteint l'intégration secondaire. Je pense notamment à Eleanor Roosevelt, qui parle d'autres personnes qui sont moins connues parce que ce sont des Américains, ou Antoine de Saint-Exupéry. Là, très clairement, dans l'intégration secondaire, c'est donc le fruit du cheminement au travers des épisodes de désintégration dont on va parler juste après. Là, évidemment, c'est carrément autre chose, avec une dimension spirituelle, avec une dimension universelle. Euh, c'est l'être humain dans ce qui peut être, je dirais, le plus élevé dans sa condition. Ouais. Et évidemment, donc, entre ces deux niveaux d'intégration, donc de fonctionnement, et donc pas au même niveau, il décrit trois niveaux de désintégration. Donc la désintégration, c'est quoi? C'est quand ça commence à tanguer dans le bateau. Quand ça commence à tanguer dans le bateau, ça commence déjà par ce qu'il appelle le niveau 2. Donc, alors, vous pouvez oublier les termes, hein, des intégrations unilatérales, etc. C'est pas très important. Niveau 2, c'est il m'arrive un truc dans la vie qui vient me bousculer. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du chômage, ça peut être un décès, ça peut être une séparation, ça peut être une maladie qui va venir me bousculer dans ce premier équilibre qu'est l'intégration primaire. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, lui, ce qu'il dit, et on va passer à la charte numéro 2, Gaëtan, là, voilà. Il dit qu'en fait, il y a trois possibilités euh, à partir du niveau 2. Et on comprend pourquoi, hein, bien évidemment. Il y a, donc, je suis dans des intégrations unilatérales, je vis ce moment difficile et globalement, je n'ai pas les moyens, et ce n'est pas péjoratif dans ces paroles, hein, je n'ai pas les moyens, pas le potentiel de développement ni l'échelle de valeur pour pouvoir aller plus loin, essayer de faire sens de cette crise et je vais revenir au camp de base qui est l'intégration primaire. Donc, je vais revenir au bout d'un moment, bien sûr, après avoir vécu cette crise, je vais revenir à mon équilibre hanté. Voilà. Et puis, je ne me poserai pas de questions. C'est comme ça. C'est un avatar de ma vie et je reviens. Bien. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est je reste coincé à ce niveau 2. Ça, c'est moins sympa. Donc, la personne coincée au niveau 2, c'est ce qu'il appelle, lui, les sociopathes. Hein, à l'époque, on parlait de sociopathes. On parlerait aujourd'hui de perversion narcissique, de manipulation. Hein. Et c'est là aussi qu'on retrouve certaines pathologies psy, selon Dabrowski, hein, toujours, des addictions, même si l'addiction peut faire aussi partie, hein, des parcours ultérieurs. Hein. On connaît ça notamment chez les HPI. Hein. Et donc, de la confusion et la personne reste coincée là. Voilà. Donc, c'est un état qui est absolument pas enviable. Et moi, ça, c'est une des choses qui m'a expliqué pourquoi euh, les HP sont souvent confrontés à des gens qui sont manipulateurs et pervers narcissiques. Parce qu'en fait, le niveau d'intelligence, on peut le partager, mais il n'y a pas le reste. Ce qu'on va voir pour arriver au niveau 3. Ce qu'il dit aussi chez les sociopathes, c'est qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'échelle de valeur. Donc, ben voilà, c'est ce qui donne lieu à cette perversion narcissique, à cette manipulation et aux autres pathologies. La troisième sortie du niveau 2, c'est évidemment aller vers le niveau 3. Et là, ça demande donc ce qu'il dit, un potentiel de développement, on y reviendra sur le centre de contrôle, une échelle de valeur, des dynamismes, on va revenir sur tous ces éléments-là, et évidemment la présence de surexcitabilité sur lesquels on va revenir également. Cette phase de passage du niveau 2 à niveau 3, c'est une phase où on se retrouve dans l'acceptation de ce qui nous arrive. Par exemple, je vis une séparation, c'est un choc, je le vis mal, etc., etc. Et la personne va commencer à se dire, OK, alors pourquoi moi je vis ça? Va engager sa responsabilité aussi d'une certaine façon, hein, n'est plus une victime, mais elle est active dans sa problématique, va essayer de comprendre ce qui se passe et va essayer de s'en sortir d'une façon dynamique. Voilà.
Évidemment, tout ça génère du stress, de l'anxiété, de l'angoisse dont vous parliez tout à l'heure, Fabrice. Et donc, c'est une phase qui n'est absolument pas confortable. Et c'est là, en général, où nous accueillons nos patients concernés. Et c'est pour ça que nous sommes là pour les aider. Et comme vous le disiez tout à l'heure, sans que ce soit sous un angle pathologisant, simplement dire à la personne, tu es en pleine évolution, allez, on y va, on y croit, tu as le potentiel de développement, tu as tout ce qu'il faut pour t'en servir, pour t'en sortir, on y va, on va y aller ensemble. Voilà. Et puis après, ben alors ce que dit Dabrowski qui est très intéressant, c'est que quand on franchit le niveau 3, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc, de toute façon, j'allais dire, on est condamné à avancer, mais de toute façon, on a aussi envie d'avancer parce qu'on a les moyens d'avancer. Mais on ne sait pas toujours qu'on a les moyens d'avancer. Et en fait, dans la thérapie, finalement, on dit à la personne, vas-y, vas-y, fais-toi confiance. Tu as ce qu'il faut pour avancer. Tu as les valeurs, tu as le potentiel de développement, tu as tout ce qu'il faut. Découvre-toi. Sors quelquefois de ton faux self, c'est assez fréquent aussi, hein. Voilà. Et on va faire ce bout de chemin ensemble. Progressivement, certaines personnes vont rester pleinement dans le niveau 3 et puis d'autres vont aller vers... alors, il y a une série de crises. En général, il y a une grosse crise de désintégration, puis après, il y a des répliques, hein, un peu comme dans un tremblement de terre. Et selon le potentiel de développement, selon nos capacités, soit on reste au niveau 3, soit doucement on va vers le niveau 4, chacun à son rythme. Et le niveau 4, en fait, ce qui cible le niveau 4, c'est une ouverture vers plus d'universalité, vers des valeurs universelles, vers, qu'est-ce que je vais dire d'autre, vers une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, une recherche spirituelle, quelle qu'elle soit là aussi. Et quelque chose qui est de moins en moins centré sur soi, mais de plus en plus centré sur le monde, la planète, voilà, hein. Donc évidemment avec des tas de stades possibles. Et puis le niveau 5, bon, bah, c'est le sommet, comme Eleanor Roosevelt, comme Antoine de Saint-Exupéry, où là, on a affaire à des gens exceptionnels. Ça reste quand même des cas très, très, très particuliers, peu fréquents. Mais bon, c'est pas forcément ça qu'on vise, hein. Déjà, arriver au niveau 3 et commencer à bien s'acheminer vers le niveau 4, c'est déjà beaucoup plus confortable. Je peux vous dire ce que j'en pense. Allez-y. Gaëtan, tu peux me remettre le slide, s'il te plaît. Ce que j'en pense par rapport à mon travail, et en ce sens, c'est vraiment intéressant, c'est que le niveau 1, 2, c'est neurotypique. Et Dabrowski, je crois qu'il évalue à environ 65% Aux la, États-Unis, la oui. C'est même un population. peu plus que ça, oui. Un peu plus? Ben, aux États-Unis, moi, j'ai participé à des conférences, ils sont plutôt à 80%, hein. 80%. Donc ça, c'est les atypiques qui comprennent pas pourquoi les autres sont différents. Ben, les autres, ils sont là. Et il y a aussi des autres gentils, mais sinon, on va trouver des primates, hein, même Dabrowski, il dit qu'ils sont pas complètement humains. C'est les intérêts, c'est l'ego, c'est les managers qui appuient sur la tête des autres. Alors, quand je parle des neurotypiques, je peux parler aussi des neurotypiques HQI qui ont plus de 130, hein, Ah oui, et bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui qui sont passés au niveau 2, hein. et qui seront plus performants pour la maltraitance. Mais Ah c'est pas oui? le même moteur interne, c'est niveau 1 et niveau 2 s'ils évoluent. Pour moi, et le dessin, il est vraiment intéressant parce qu'on voit bien que dans le dessin, il y a des plateaux avec des cliquets anti-retour. Les HPI arrivent au niveau 3. D'ailleurs, si je me souviens bien, les surexcitabilités arrivent au niveau 3. Oui, tout à fait. On va y revenir, oui. Euh, pour moi, c'est la porte d'entrée des HPI. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont été diagnostiqués ou pas, ils ont quel âge, avec quelle génération, quel environnement. Ouais. C'est ça. Et THPI arrive au niveau 5, enfin au niveau 2 Hum. d'intégration secondaire. C'est pour ça que j'explique que pour tout le travail que je fais sur les THPI ou même au-dessus, euh, on meurt et on ressuscite. En fait, quand j'explique dans mes conférences ou mes interventions spécificité THPI, moi j'ai vu des gens qui changent de personnalité en 48 heures. Ah oui, oui, mais oui, oui, oui. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ah ouais. Et là, on est pour faire des. Je fais des passerelles hein, par rapport aux propos que je peux tenir. Là, on parle des THPI au-dessus, de mourir, d'avoir l'impression de mourir physiquement, que Oui. c'est
impartageable et inconcevable Oui, et de ressusciter si tout va bien. Donc je pense qu'un THP naturel, il arrive au deuxième palier. Euh, Gaëtan, si tu peux remettre le slide, s'il te plaît. Il arrive en intégration secondaire. S'il a été abîmé, dégradé, pas diagnostiqué, si aujourd'hui, enfin, il a 70, 80 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'environnement qui allait avec tout l'environnement sociopolitique qui s'y prêtait pas, et qui ont pu vivre la guerre aussi, bah, il peut être tombé en niveau 4. Et son enjeu, c'est 4, 5. HPI pas détecté, et peut-être je vous laisserai rentrer dans le contenu des désintégrations unilatérales, c'est que donc les HPI arrivent en niveau 3 pour moi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partager le monde ordinaire dans lequel ils se c'est bon. trouvent. Ouais. Ils sont confrontés à des crises qui décident pas, mais en fait que leur système biologique, pour moi, décide pour eux leur processus de développement. Pour être amenés en niveau 4, où c'est eux qui décident la trajectoire, Ouais. où ils se décorrèlent de l'environnement Et de la normalité. de l'environnement de la normalité. Je fais les liens avec Carlos Tinoco et son livre avec ses petits camarades, les surdoués et les autres. En fait, dans le monde typique, le récit collectif prévaut sur le récit individuel. Ouais. C'est typique l'intégration primaire. Pour HPI et THPI, le récit individuel prévaut sur le récit collectif, ce qui fait qu'on est des emmerdeurs. Oui, Il vaut mieux le savoir oui, de ce mais qu'on oui. peut produire. Et surtout que les processus de crise qui nous font douter avec le storytelling officiel qu'on est malade, qu'il faut aller voir un psy et prendre des médicaments, bah, pas du fait d'être ce qu'on est. Bien sûr. Bien sûr, mais Et que ça ça gêne, donne de hein. l'espoir. Nous gênons, hein, très clairement, hein. Chacun à notre façon, nous gênons. Oui. Est-ce qu'il y a, alors là, je ne l'ai pas mis dans, enfin, vous ne l'avez pas dans les graphiques, mais effectivement, il y a le premier et le deuxième facteur. Donc, il y a le facteur biologique et le facteur environnemental. Et il y a aussi quelque chose qui se joue, puis moi, je l'ai vécu personnellement, sur tout ce qui est transfuge de classe et tout ça aussi, hein. Il y a tous ces facteurs-là aussi qui viennent. Et la génération, je vous en parlais, moi, je suis de 61, on ne parlait pas de tout ça. Voilà, vous rentrez dans un univers qui n'est pas le vôtre, vous ne comprenez pas, ça fait double étrangeté en fait. Enfin, c'est compliqué, hein. Les facteurs 1, 2, 3 sont vraiment intéressants aussi dans le Oui, moteur. 1, 2, en fait, c'est génétique, épigénétique. De ce que ramène la famille, les parents et l'environnement. Mais le facteur 3 il arrive qu'au troisième niveau. c'est ça, c'est C'est-à-dire, ça, c'est l'antéléchie, en fait. c'est ça, C'est l'indépendance et la force intérieure c'est ça, qui fait qu'on va se mouvoir de se faire abîmer ou d'être jugé, critiqué, y compris par soi-même, mais avec le troisième niveau qui est la force et la puissance intérieure qui emmerde tout le monde, c'est ça. surtout si on est une femme. Oui, encore plus si on est une femme, oui. Et on retrouve en fait toutes les caractéristiques, je trouve, du monde du non atypique articulées dans un processus et une cartographie dynamique qui donne de l'espoir en disant tout va bien, tout ça est normal. Ah, mais ça, quand on montre ça à des gens concernés, c'est une évidence, hein. Enfin, moi, je sais que ça a changé ma vie, vraiment, de lire ça. Je suis tombée dessus par hasard, mais je me suis dit, mais c'est ça, quoi. Et quand on décrit ça aux personnes concernées, c'est une évidence. Ça parle, immédiatement. Est-ce que vous pouvez préciser pour les trois niveaux de désintégration le changement de niveau, le changement de dimension, c'est-à-dire que le niveau 2 de la désintégration latérale, en fait, c'est un conflit horizontal, et à partir du niveau 3 c'est un conflit vertical, et plus on monte, plus on est en multidimensionnel. On peut faire ça. C'est pas trop c'est pas trop mon vocabulaire, mais pourquoi pas. C'est celui que j'ai vu chez Borowski. Oui, 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 mais vous savez, moi,
je l'ai mâchouillé dans tous les sens et j'en suis fait ma Ah propre. bah non, mais sinon, vous le changez. En fait, c'est pour expliquer que pourquoi le monde neurotypique est plutôt séquentiel et linéaire. Oui, Ça s'explique encore là-dedans. Séquentiel, linéaire, avec des conflits horizontaux et pas verticaux. Ce ne sont pas des conflits de valeurs, ce sont des conflits de pouvoir, de pognon, de tout ce qu'on veut, de territorial. En fait, c'est de l'éthologie, hein, c'est de tout à l'étude des fait. atomes. Le niveau, pas grand-chose de l'évolution, ouais. Ouais. Et que la partie multidimensionnelle que peuvent avoir HPI ou THPI, c'est logique que les autochtones ne la Ne comprennent pas, l'accepte pas, parce que oui, bien sûr, ils c'est trop l'acceptent pas. étrange, Mais qu'on retrouve ça dans les niveaux de désintégration. bien sûr, bien sûr. Mhm. Non, on peut tout à fait, hein. Et vous pouvez parler de la troisième dimension? La troisième dimension, c'est-à-dire Alors, c'est pas la troisième le troisième dimension, facteur. oui, le troisième facteur, Le oui. troisième facteur qui est la résultante en fait de la désintégration au niveau 3, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, on se fait ça. Là, si je la fais très rapide, on se fait sa propre sauce, sa propre recette, sa propre compréhension, effectivement multidimensionnelle, et on sort de la normalité, on sort de la conformité. Et c'est ce qui fait aussi le frottement dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est très difficile en fait de sortir de la conformité. Notre société nous invite à la conformité, de plus en plus. C'est le problème. Ça nous invite ou nous ramène à faire On nous allégeance à la ramène. Ouais. conformité. Mais le test de QI est un test de conformité, hein. Ben, c'est pour ça que moi, si vous voulez, c'est pour ça que maintenant, moi, je parle de personnalité intense, parce que pourquoi cette théorie, elle est vachement intéressante? Parce qu'il y a les 5 surexcitabilités. Et que moi, j'étais pas satisfaite de cette notion d'intellectuel. Oui, il y a l'intellectuel. Ça, on va l'avoir chez tout le monde. Mais quand on a un échantillon devant soi de personnes concernées, on voit bien que bah, des fois l'intellectuel est là, mais on sent bien, par exemple, que l'artistique va être très très présent. Moi, j'ai des gens qui ont des 5 surexcitabilité dans ma patientèle. Et ça donne des choses, waouh, ça décoiffe, hein. On peut expliquer un peu plus les cinq Je vais y sur. revenir là après, hein. Je vais y venir, hein. D'accord. Hein, ça fait partie de ben, le premier plan qu'on a vu, là, ça fait partie. On parle des dynamismes, les points de repère, puis après on parle des surexcitabilités. Ça vous Très va? bien. Très bien. On repart d'où alors là? Ben, on poursuit sur la carte. Oui? Ok. Ouais. Est-ce que là, il y a des choses que vous voulez compléter? Non, pas particulièrement. Voilà. Non, je pense que c'est bon là, hein. Alors, autre concept donc introduit par Dabrowski, c'est celui des dynamismes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, déjà le mot est intéressant en ce sens où on sent bien qu'il y a un processus qui est à l'œuvre et qui va continuer à se développer, j'ai envie de dire, toute la vie, hein. Voilà. Les dynamismes, c'est intéressant particulièrement pour nous, les professionnels, mais aussi pour les gens qui vont s'intéresser à cette théorie, parce qu'en fait, j'ai appelé ça, dans le premier plan qu'on a vu, les points de repère. Les dynamismes n'arrivent qu'au niveau 3, hein. Donc, je vous rappelle, la désintégration stratifiée spontanée, c'est là où on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on a à la fois le potentiel de développement et les chaînes de valeur possibles pour pouvoir continuer à évoluer. Avant, il n'y a pas de dynamisme, ce qui montre bien que soit on fait du surplace, soit on rétrograde. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du niveau 3? Eh bien, il va y avoir évidemment un frottement avec la souffrance, puisqu'on est dans une crise, hein, et que il va y avoir donc des choses qui vont se manifester. Et souvent, les gens arrivent dans une première séance, par exemple, en disant aidez-moi à avoir confiance en moi, aidez-moi à avoir de l'estime de moi, etc., etc. Moi, je dis souvent, ça tombe pas du ciel, hein, c'est un processus aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, face à ce frottement, une réalité qui est difficile, vont se mettre en place un certain nombre de choses. Donc, on voit là sur la carte, niveau 3 des intégrations stratifiées spontanées. Et là, on voit se mettre en place ce qu'il appelle la hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire avec une présence de valeurs très forte, dont la principale, c'est l'intolérance à l'injustice. Ça, on le connaît tous, hein, chez les HPI, hein. C'est un truc, ça fait pas un pli. Une empathie, je dirais, qui peut être débordante et qui peut être aussi source de difficultés. C'est très beau l'empathie, mais il y a aussi le piège de l'empathie.
Ce qu'il appelle la maladaptation positive ou le désajustement positif, on y reviendra plus tard parce que ça, c'est fondamental dans sa théorie. Et là aussi, c'est un renversement de paradigme par rapport à ce que nous propose notre société. L'insatisfaction de soi, ben ça, en général, quand on en arrive là, ben, on n'est jamais assez, on est trop. De toute façon, on nous l'a déjà bien dit tout le restant de notre vie, donc ben, on y a cru, hein, trop, pas assez. Et pourtant, c'est ce qui fait notre force, donc c'est ce qu'on va découvrir. La honte et la culpabilité. Donc, c'est un peu comme des petits cailloux sur le chemin qui disent, ah, là, on est déjà bien au niveau 3 quoi. Voilà, c'est souffrant, c'est pas facile, mais il y a de l'espoir pour pouvoir trouver à l'intérieur de soi les ressources pour enfin euh, atterrir sur ce qu'on est vraiment, le vrai soi. Et moi, je parle souvent de faux self, hein, parce que ça, on le voit dans beaucoup de thérapies de ce genre d'individus où pendant toute une partie de sa vie, ben, on a fait ce qu'on imaginait qu'on attendait de nous, et là, d'un seul coup, on va faire ce qu'on veut de nous. Et ce qui fait que ça va honorer la personne que nous sommes. Et qui, là aussi, est un processus. Ça ne se retourne pas du jour au lendemain. Voilà. Donc, si on suit le précédent schéma, l'évolution va continuer plus ou moins hein, selon les individus et on peut s'acheminer vers le niveau 4 où là, on va avoir bah, des valeurs, comme on disait tout à l'heure, qui sont de plus en plus universelles, une forme de spiritualité, quelque nom qu'elle soit, quelle est, ça n'a pas d'importance, et où là, en fait, il y a le développement comment dirais-je, d'un contrôle de soi autonome. Il y a une forme d'autonomie qui se met en place. On se connaît mieux, on connaît ses forces, on connaît ses fragilités, on ose être qui on est, et donc vont là se mettre en place ces dynamismes de conscience de soi, hein, de responsabilité, c'est-à-dire que bah, si je fais une bêtise, je vais être capable de prendre la responsabilité de ma bêtise et éventuellement d'essayer de la corriger. Et je vais pas dire, je vais pas me victimiser comme par exemple le font les gens au niveau 2. L'autocontrôle, c'est-à-dire que se met en place à ce moment-là un mécanisme intérieur qui va contrôler ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ou qui n'est pas un contrôle, je dirais, euh, qui est un contrôle qui va toujours vers une amélioration. On est humain, donc on peut avoir de temps en temps des pensées qui sont pas très jolies et on va se dire non, par rapport à mes valeurs, ça c'est pas OK, ça ne correspond pas à ce que je suis, à ce que je veux, ce vers quoi je veux aller. Donc il y a cet autocontrôle qui se met en place. Une autonomie, donc là, ça revient voilà, à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au niveau 1 et au niveau 2, où ben, la norme et la conformité, on s'en éloigne de plus en plus et on ose dire, moi je pense ça, moi je fais ça. La société, mon environnement, mon travail me demande ça, mais moi je considère que je fais ça et j'assume ça pleinement. Voilà. Hein. Et donc, la mise en place de ce que Dabrowski appelle le troisième facteur, alors on va juste faire un petit retour en arrière. Donc, Dabrowski décrit trois facteurs, ce qu'il appelle les trois facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur dit biologique, c'est-à-dire comment nous arrivons sur cette Terre, hein, avec nos caractéristiques physiques, biologiques, etc., etc. Le deuxième facteur, c'est celui qui vient se rajouter à ça, qui est notre conditionnement par notre environnement, notre éducation, notre milieu social, etc. Et le troisième facteur, en fait, on comprend, c'est ce qui est généré par notre évolution et qui nous appartient en propre. Et que nous continuons à construire toute notre vie après. Quand on est passé au niveau 3, voilà, on parfait ça toute sa vie. Donc, tout le monde n'a pas ce troisième facteur, soyons clairs. Hein. Premier et deuxième niveau, on n'a pas de troisième facteur. Hein. Ce facteur multidimensionnel, contrairement au premier qui est horizontal et au deuxième, enfin, au niveau 2 qui est plutôt horizontal, au niveau 3 qui passe en vertical, et multidimensionnel quand on arrive à ce niveau 4, où là, il y a une ouverture, en fait, d'esprit, de compréhension, de responsabilité, d'universalité qui est bien plus grande, bien plus vaste et qui donne donc beaucoup plus d'opportunités de développement, quoi. Et puis au niveau 5, donc dit-il beaucoup plus rare, hein, on atteint ce qu'on appelle l'idéal de la personnalité. Sur le premier schéma qu'on a vu, c'est le sommet de la montagne. Hein.
là où on plante le drapeau, hein, pour dire qu'on y a été. Là aussi, on retrouve l'empathie encore sous une autre forme qu'au niveau 3. Et puis, on est là pleinement aux commandes de sa vie, pleinement conscient et pleinement détaché, là encore, de la norme et de la conformité. Donc, dans une extrême liberté, finalement. Une extrême liberté individuelle, mais soucieuse du bien-être de tous, du bien-être universel, pas que des humains, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, moi, dans ma pratique, c'est mes petits points de repère, hein, quand je reçois quelqu'un, par rapport à ce qu'il me dit, quand on parle de la demande de la personne, ben, souvent, les gens arrivent au niveau 3, hein, ben voilà, c'est confiance en soi, estime de soi, je ne sais pas qui je suis, etc., etc. Et là, on se dit, bon, ça sent au niveau 3. Voilà, on commence à développer son flair aussi, bien sûr. Et donc, on se dit, bon, bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on va accompagner cette personne, là, jusqu'où elle pourra aller. Voilà. Voilà. Donc, voilà un petit peu la notion de dynamisme qui, je trouve, est très intéressante dans la TDP, dans la théorie de la désintégration positive. C'est bon, Fabrice? Oui, c'est bon. Ça donne en fait ce qui se joue en termes de contenu, de ce que vivent les gens à l'intérieur de chaque niveau. Et surtout, ça donne des perspectives. C'est-à-dire l'avenir du niveau 3, c'est de voir l'état du niveau 4. Absolument. Absolument. Ça donne des objectifs pour la suite, quoi. Et les objectifs se déroulent très naturellement, hein. C'est assez doux, en fait. À partir du moment où on est au niveau 3 et qu'on a dépassé cette crise de frottement, là, où on commence à rétablir son équilibre, il y a une espèce de paix qui arrive, vraiment. C'est très étonnant. Et c'est la paix vous parliez de ces gens. Moi, j'ai entendu des gens me dire, je renais. Je suis en pleine renaissance. C'est Oui, oui. émouvant. Ouais, d'où l'importance d'être identifié, Oui. parce que on se trompe pas de carte. Ben Faut voilà. pas du tout se tromper de carte. On joue pas de la même manière, pas avec les mêmes personnes, on dit pas les mêmes choses, et puis ce sont pas les mêmes leviers du tout. Et puis on n'y peut rien. Enfin, c'est la faute à personne. Ah non. Donc mais il faut juste pas se tromper quand même, Non. parce que sinon on est tous des malades. Ah bah oui, mais ça, on sait à qui ça profite, hein. Bien sûr. Donc ça requiert une grande écologie et pour les parents de protéger les enfants, pour les éducateurs, pour les enseignants, les thérapeutes, enfin, ça évite d'aller sur du catastrophisme et d'être orienté solution, ce qui est aussi mon métier, versus orienté problème. Ça, c'est un outil orienté solution. Ah, complètement. Complètement. Bah oui, complètement. Non, ça me va très bien. Gaëtan, tu peux repasser la première vignette, on passe à l'étage Donc, on va d'après. passer aux surexcitabilités. Alors, autre notion développée par Dabrowski, avec beaucoup de vision, hein, c'est un visionnaire, Dabrowski. C'est ce qu'il appelle les surexcitabilités. Donc, surexcitabilité intellectuelle, il y a, mais pas seulement. Bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet, hein, on connaît tout ça. Activité intense de l'esprit, mon cerveau n'arrête pas de fonctionner. Tendance à poser des questions et à résoudre des problèmes, parce qu'il faut l'alimenter, ce fichu cerveau. Pensée réflexive. Bon, ça, on connaît ça tous par cœur, hein. Ça, c'est décrit dans beaucoup de livres, etc., etc. Rien de nouveau là-dedans. Alors, ensuite, il en décrit quatre autres, et c'est là où ça devient intéressant. Donc, on va les prendre un petit peu au hasard. Alors, la psychomotrice, par exemple. La psychomotrice, c'est le besoin d'engager son corps le plus souvent possible. Alors ça, on voit ça particulièrement chez les petits HP qui ont du mal à tenir en place et à qui on va demander de rester assis de 8 heures à 17 heures le soir, alors qu'en fait, bah, ils apprennent justement en marchant, en courant, etc., etc. Donc, le truc, il est absolument pas adapté à ce genre d'individu. Donc, la surexcitabilité motrice, psychomotrice, se traduit par un surplus d'énergie, par une expression psychomotrice de la tension émotionnelle. C'est-à-dire que dès qu'il y a une tension émotionnelle, le corps peut, pour certains d'entre nous, se mettre en mouvement. Alors, ça donne un pied qui bat, une main qui tapote, ça, on connaît tout ça plus ou moins. Et chez les petits, encore une fois, un besoin de se dépenser dans le sport,
à embarquer son corps dans la danse, dans le, voilà, dans des tas de choses. Donc voilà pour la surexcitabilité psychomotrice. Donc on est bien dans une expression plus intense que la moyenne de ce mouvement, par exemple, en l'occurrence. Ensuite, on a la surexcitabilité émotionnelle. Celle-là, je pense qu'elle va parler à pas mal de personnes, où l'aspect émotionnel est très, très, très développé, très amplifié, avec potentiellement des expressions psychosomatiques. Hein, ça, en général, on connaît bien ça aussi, c'est-à-dire comme on a du mal ou on ne sait pas exprimer cette tension émotionnelle, ça va se transformer effectivement au travers du corps dans des conflits somatiques avec des manifestations physiques. Des fortes expressions affectives, c'est-à-dire qu'on aime, on n'aime pas, quoi. Hein. C'est blanc noir, on est capable de tomber dans les bras de quelqu'un ou au contraire de se retirer, voilà, parce que ça ne nous convient pas. Et aussi va avec ça une forte conscience de soi. Alors, ça, c'est intéressant parce que on parle souvent de gestion des émotions. Moi, c'est quelque chose qui m'irrite un petit peu parce qu'on gère beaucoup de choses dans notre monde et du coup, bah, voilà, on n'en prend pas vraiment soin de ça. L'émotionnel, c'est quelque chose qui est très important chez l'être humain. Et si on commence à gérer ça, bah, on perd aussi une part de notre, voilà, de ce que nous sommes. Donc l'émotion, ça s'exprime, ça ne se gère pas. Il faut apprendre à l'exprimer. Et ça, c'est un des sujets souvent qu'on aborde avec les personnes qui sont concernées, c'est qu'elles ont souvent une difficulté à bien exprimer leurs émotions. Elles ont souvent peur de blesser l'autre parce qu'elles ne savent pas comment dire leurs émotions. Ensuite, on peut parler de la surexcitabilité sensorielle. Alors ça, c'est très intéressant avec l'hyperesthésie et la synesthésie. Donc là encore, c'est une expression amplifiée des sens, hein, donc une sensorialité augmentée qui peut se traduire aussi dans le plaisir esthétique. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est un ou plusieurs sens qui sont surdéveloppés. Hein. Souvent, il y a de l'hyperacousie, il y a des couleurs qui sont perçues bien plus intensément que la moyenne. Alors comme on a toujours été comme ça, on ne se rend pas compte, on pense que c'est normal, mais voilà, des fois, confronté à d'autres, on se dit, ben, c'est bizarre, on n'a pas la même perception. Donc ça, c'est la notion d'hyperesthésie, un sens qui est hyper développé, un ou plusieurs sens. Hein, parce que moi, j'ai des patients qui ont plusieurs sens hyper développés. Et la synesthésie, qui est le mélange des sens. Alors ça, c'est assez amusant. Parce que, ben voilà, moi, par exemple, dans ma patientèle, j'ai des musiciens, des compositeurs, et qui me disent, moi, je fais une musique bleue, je fais une musique jaune, rouge. Ah ben tiens, comme un patient dans une discussion qui me dit, à un moment donné, dans une discussion, elle me dit, ben moi, j'adore le chiffre 5. Et moi, je lui réponds, il est de quelle couleur? Il me dit, bah, il est bleu. Voilà, ça donne ça. Ça donne des trucs un peu bizarres ou des perceptions dans l'espace, enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'est la synesthésie, c'est le mélange des sens. Voilà. Et puis la petite dernière, sans hiérarchie, là encore, l'imaginative, où moi j'aurais tendance à... Pardon, je Oui, voudrais compléter sur le sensoriel et on va trouver les trucs classiques, hypersensible au bruit, hypersensible à la c'est ça. lumière, hypersensible au toucher, hypersensible à la nourriture, Les textures. besoin de mettre des lunettes, besoin d'avoir des casques, ce qu'on va trouver aussi chez les autistes. Oui, Ce qui serait aussi une question, mais on pourra voir plus loin sur quid de cette carte avec les autistes. oui, oui, Mais oui. Ah bon, ben oui, ça, il y a des choses on à est- dire ouais. et on n'est pas arrivé encore là-dessus, je pense, hein, sur la compréhension. Alors, ce que dit Dabrowski sur ces 5 surexcitabilités, c'est qu'on peut en avoir une, deux, trois, quatre ou cinq. Plus on en a, plus c'est complexe, évidemment. Et plus c'est riche aussi, plus c'est incompréhensible pour la normalité. Ça paraît logique. Hein. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi un HP ne ressemble pas à un autre, puisqu'on a chacun notre petite dose de chacune des surexcitabilités. Donc ça donne vraiment, je trouve, une vision beaucoup plus riche, un panorama beaucoup plus riche, en fait, de ce phénomène qui, effectivement, peut aller plus loin dans le spectre vers du TSA ou voire même de certaines formes d'autisme, effectivement. C'est pour ça que j'en parle là, parce que je crois que j'en ai pas jamais parlé. Je l'ai entendu dans tous les gens que j'accompagne, pour lesquels je fais les bilans.
des atypiques qui vont se réfugier dans des mondes parallèles. Oui. Je crois que j'ai jamais parlé de ça. En fait, ça vient de cette dimension qui se crée des films qui peuvent vivre dans des mondes parallèles, dans d'autres villes, dans d'autres mondes. Et c'est cette capacité imaginative. J'ai vu une fois, il y a longtemps, une jeune fille, elle avait créé un monde comme, comment ça s'appelle, ces films-là? Elle avait tout créé, le monde, les maisons, le langage, les personnages, tout. Elle avait tout ça dans la tête. Mhm. Je lui Ben, avais vous dit, savez, si, c'est les jeux de Donjons et Dragons aussi. Souvent, sont très fans de ce genre de choses. oui, c'est C'est la ça. vie imaginaire aussi. Enfin, il y a quelque chose autour de ça, hein. C'est créer son monde parce que celui dans lequel on vit ne nous convient pas non plus, hein. Donc après, il y a vraiment des degrés là-dedans. On n'est pas tous là-dedans. Mais effectivement, ceux qui ont beaucoup de surexcitabilité peuvent vraiment avoir Elle va être très douée. oui, très très doué, très imaginatif. Et bon, d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui ont ce Qui... genre de surexcitabilité. Et c'est pour ça qu'ils peuvent développer leur art, quel que soit l'art d'ailleurs. Est-ce que, parce que ça me vient, mais je crois que vous en parlez dans le livre, on peut faire un lien avec les intelligences multiples de Gartner? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Sauf que là, je trouve que on parle pas d'intelligence, on parle de surexcitabilité. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Ben oui, je vois ça n'a pas du tout le même sens. Non, il y en a 8 chez Gardner, là il y en a 5. Bon, après, voilà, hein. Mais je trouve que, là encore, je trouve que la théorie de Dabrowski, elle est vraiment dynamique en ce sens où, voilà, tout est un dosage, en fait, vous voyez, et il y a une infinité de dosages. Donc, c'est ça que je trouve intéressant chez. Mais ce qui rend complexe le modèle, Absolument. c'est Et qui ça. rend chaque personne unique. Et ça, c'est super. Plutôt que de dire t'as 130, t'as 135, ou t'as 140 ou plus. Ouais, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Ben, on paye et on s'en va. Voilà, on paye cher, on s'en va et on n'en fait rien. Enfin, ça donne pas d'ouverture, de Et compréhension. des fois, c'est bien hein, pour les gens qui doutent. Il y a aussi des psys qui Oui, bien travaillent sûr. bien, qui ont étudié le sujet et, et qui sont utiles pour certaines personnes. Donc après, il faut faire le tri. Ça, Dabrowski s'apprend pas à l'université. La douance atypique ne s'apprend pas à l'université. Donc, faut bosser derrière. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, évidemment, quand on voit ça, on va passer au schéma numéro 5, Gaëtan. On se rend bien compte, et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Fabrice, que, il peut y avoir confusion avec des pathologies. On peut être vite étiqueté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple. Ben, par exemple, sur une surexcitabilité émotionnelle, en haut à gauche, on peut être dit dépressif, avoir des troubles de l'humeur, des troubles paniques, des troubles anxieux, des troubles bipolaires. On la retrouve là, le trouble bipolaire. Alors, encore une fois, Dabrowski le dit, et ça, moi je le dis et je le redis à mes patients, il ne s'agit pas là de dire que la pathologie psychiatrique n'existe pas, elle existe, mais que souvent on fait des erreurs dans l'interprétation. Et le trouble bipolaire, c'est un bel exemple parce que les gens qui sont concernés souvent nous disent, j'ai des hauts et des bas, c'est les montagnes russes. Voilà. Alors, bon, déjà, un être humain, un vrai, hein, qui a des émotions, qui a ces cinq, enfin, qui a des surexcitabilités, il n'est pas fait pour avoir une humeur tout le temps stable, hein. Ça n'existe pas. Ce serait même là, ce serait pathologique pour le coup de se prendre un grand coup dans la tête et puis de dire tout va bien, Madame la Marquise, quoi. Donc, déjà, il y a cette croyance, voilà, que l'humeur doit être stable. Bon. Après, effectivement, il y a des hauts et des bas qui sont plus ou moins importants. Mais pour autant, est-ce qu'on parle vraiment de bipolarité ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est, par exemple, en niveau 3, qui est en pleine crise de désintégration, qui cherche le vrai moi, qui est en train de le trouver, pas de le retrouver, parce que souvent il ne l'a pas trouvé dès le départ, et qui du coup navigue entre deux pôles, qui est son ancien monde où, ben, bon an, mal an, il a trouvé une place dans cette espèce de conformité et de normalité, et ce qu'il est en train de découvrir de lui avec d'autres besoins, etc., qui est bien plus vaste. Et souvent, il y a cette espèce de navigation entre les deux pôles, notamment dans le niveau 3, c'est beaucoup plus stable au niveau 4. Euh,
et qui crée ces fluctuations d'humeur. Pour autant, est-ce que c'est du trouble bipolaire? En tous les cas, moi, je dis toujours, faut toujours aller voir au niveau médical ce qui se passe, hein. C'est important, voilà, de faire le point, comment dirais-je, objectif, etc., etc. Mais attention, attention. Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont été détectés bipolaires, voire même traités, hein. Je connais des gens qui sont sortis aussi. Donc, il faut y aller vraiment à pas de velours sur des choses comme ça, mais attention, quoi. Voilà. Et dans les gens, ce sont surtout des femmes. Absolument, mais ce qu'il faut qu'on... Enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, Fabrice, mais euh, les femmes, je pense qu'il y a un phénomène culturel, hein, derrière ça, de la position de la femme dans la société, et la femme a peut-être plus tendance que les hommes à, alors je sais pas comment dire ça, se soumettre, ce serait un peu bien, un peu trop important, mais euh, à essayer de passer inaperçu, peut-être dans certains cas. Oui, c'est faire du camouflage, mais Faire elle du se soumet à camouflage parce que une pression extérieure. c'est double peine. Vous êtes HP, en plus vous êtes une femme, quoi. Waouh, Bah oui, waouh. Donc au bout d'un moment, ben, on se dit, tu sais quoi, je vais me cacher parce que et quelque part, c'est une fonction protectrice aussi du vrai moi, hein. bien sûr. Parce que sinon, c'est anéantissant, hein. Donc chez les femmes, effectivement, c'est encore plus caché. Ça, c'est une évidence, hein. Mais si le professionnel connaît le monde du HPI, ce qui va caractériser une désintégration HP niveau 3 n'a rien à voir avec maniaco-dépressif, Non. qui est quand même caractérisé. Donc, voilà, il y a des professionnels qui sont compétents, qui étudient ça, et ça peut être intéressant au regard de la cartographie ou du diagnostic bipolaire, maniaco-dépressif, de voir que ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis Mais des fois, ça a à voir. ouais. Mais pour ça, il faut sortir là aussi de la norme, c'est-à-dire que si on en reste sur le DSM-5, on met des gens dans des cases. C'est absolument pas dynamique. En fait, alors oui, éventuellement on soigne avec des médicaments, mais c'est pas dynamique en fait. Enfin, c'est un peu Ben mort. non, Ouais, c'est scolaire. c'est scolaire. Voilà. Mais en même temps, ça rassure le praticien qui dit, ah, j'ai détecté un trouble bipolaire, par exemple, Borderline. ou Mais très peu borderline. de gens connaissent bien comme borderline. Borderline aussi, oui, c'est assez fréquent, hein. Voilà. Voilà, bon, rapidement, hein, les surexcitabilités. Donc, cette notion d'un cerveau qui est surexcitable à 5 niveaux, donc, comme on dit, hein, intellectuel, psychomoteur, sensoriel, émotionnel, imaginatif. Et plus on a de surexcitabilité présente, plus c'est complexe. Voilà, si on devait, voilà, si on devait. Et rester aussi intellectuel dans les risques de diagnostiquer erronés. Oui. Ah oui, alors, effectivement, on peut voir là, dans la surexcitabilité intellectuelle, bon, bah, typiquement Asperger, hein, avec de l'autisme comment on dit, de haut niveau. Bah, les troubles de la personnalité, on les retrouve. La personnalité schizoïde, alors ça, c'est intéressant, mais ça pourrait faire un autre débat. C'est sur toute la notion bah, de faux self, vrai self, qu'est-ce qui fait qu'on se construit en faux self, etc., etc. Voilà. Ça, c'est tout un chapitre qu'il faudrait pouvoir voilà, décliner. C'est un sujet en soi-même, ça. Je comprends. Pourquoi la phobie sociale, elle est sur l'intellectuel et pas sur l'émotionnel? C'est pas, encore une fois, ce ne sont pas des, vous voyez, des parois imperméables. Bon, là, c'est pour la représentation, j'ai mis ça comme ça. Ouais. Mais effectivement, oui, on retrouve la phobie sociale dans l'émotionnel, oui, Et évidemment. puis après, il y a ce que vous avez écrit en bas, c'est tout l'enjeu, c'est la combinaison de tout ça. En fait, c'est Absolument. plurifactoriel. Et il Voilà. faut voir les interactions Hein. de l'intellectuel et émotionnel qui peut faire des snipers, de l'imaginatif et l'intellectuel qui peut donner des dons, mais s'il y a des traumas, parce que si on joue du trauma là-dedans, ben on va voir dans quelle direction va s'orienter le trauma. Évidemment, les questions de santé, parce que la santé pour les atypiques, c'est pas la santé pour des typiques, c'est pas le même garagiste. Non. Et il faut mieux voir ce que ça va toucher et comment on produit et comment on génère ça et faire attention à ce qui est proposé. Oui.
Et c'est intéressant parce que je rebondis là sur la notion de santé. Il y a aujourd'hui des études qui existent aux États-Unis qui montrent qu'il y a une plus grosse occurrence de certaines maladies chez les personnes concernées par ça, et notamment tout ce qui est maladie auto-immune, hein. Ah oui. Et ça, combien de fois on le remarque, hein. Moi, ça m'a sauté aux yeux en écoutant les gens, les maladies auto-immunes. Et maintenant, il y a effectivement des études qui montrent que nous sommes plus sensibles aussi à ça. Alors, il y a souvent, il l'explique par un terrain inflammatoire plus important, ce qui me paraîtrait pas complètement idiot. Je suis pas médecin, hein, mais voilà. Non, mais on a abordé ça avec Denis Richer sur ma chaîne, qui est un atypique spécialisé sur les atypiques et qui amène une cartographie centrale de ce que peut produire les atypiques, c'est-à-dire tous les états inflammatoires, effectivement, donc les maladies rares, les maladies auto-immunes, le microbiote, la porosité intestinale, les problèmes hormonaux, C'est ça. euh, les neurotransmetteurs, l'endométriose, enfin tout le bordel qu'on peut Les produire. nerfs vagues. Fait Exactement. Le nerf vague qui se promène entre le premier cerveau, le ventre et le deuxième cerveau, et que ça met le feu dans tout ce truc-là, Ouais. parce que les hyperexcitabilités, donc des hyperintensités, quand c'est un moteur d'avion de chasse dans une Clio, bah, ça met le feu Ah bah oui. Elle explose, la la Clio. bagnole, et tu n'as pas la charge, hein. Mais ça peut permettre pour les personnes concernées ou pour les professionnels d'identifier un peu la symptomatologie, dans quelle direction ça se passe et de faire un tri et avoir des contributions plus ciblées. Absolument, absolument. Voilà. Moi, je crois que on va peut-être revenir, Gaëtan, à la première, là, au menu. Voilà. Alors, là, oui, j'ai rien mis comme chart sur les caractéristiques internes du soi. Là, j'ai plus envie de parler du potentiel de développement. Alors, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait des différentes étapes de développement, donc des niveaux de développement, ne peuvent passer au niveau 3, donc sans pouvoir revenir en arrière, comme le dit Dabrowski, que les personnes, dit Dabrowski, qui ont le potentiel de développement, c'est-à-dire une force intérieure qui est à la fois intellectuelle, mais pas qu'intellectuelle, qui va leur permettre de quelque part faire un peu le point sur leur situation, ce qui leur arrive, comment ils ont réagi jusqu'à maintenant, comment ils pourraient s'y prendre, etc. Donc ça demande vraiment une mécanique interne. Voilà, c'est plus la mécanique d'une Ferrari, d'une Clio, effectivement, qu'une 2 chevaux, hein. Là, la 2 chevaux, elle peut pas y aller, hein. C'est clair, elle reste au niveau 1. Et c'est pas grave, on a besoin de 2 chevaux, hein. C'est pas un souci. Le niveau 2, ben, ouais, la machine, c'est une voiture moyenne et qui marche sur 3 roues. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis elle pollue, elle fait un gros nuage de fumée derrière, etc., etc. À partir du niveau 3, ben, quelque part, on a tous entre les mains une voiture de course, mais on ne sait pas qu'on a une voiture de course entre les mains. Et donc, piloter une voiture de course, c'est pas exactement piloter une voiture de monsieur Durand ou monsieur Dupont. Et donc, il faut apprendre à la piloter. Et c'est le potentiel de développement qui va permettre de piloter, en fait, cette voiture de mieux en mieux, d'en tirer de mieux en mieux ce qu'elle sait faire, les performances, en fait, d'en tirer vraiment le plus grand parti. Et plus on évolue du niveau 3 vers le niveau 4, potentiellement vers le niveau 5, on se connaît mieux, on peut mieux, c'est cet autocontrôle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut mieux ajuster notre façon d'agir, notre façon de penser, en s'alignant, dit-il aussi, sur les caractéristiques internes du soi, là, ce centre de contrôle, sur son échelle de valeur. Moi, je dis souvent à mes patients, euh, alignez-vous par rapport à vous-même. Vous voyez, il y a une espèce d'alignement petit à petit qui se produit à l'intérieur. Euh, je suis en accord avec moi-même. J'arrête de vouloir être en accord avec tout le monde, de faire plaisir aussi, parce qu'il y a cette notion de plaisir avec l'empathie, hein, faire plaisir aux autres. Là, je sais de mieux en mieux qui je suis, quelles sont mes valeurs. Je ne veux pas de certaines choses. Je ne supporte pas telle chose. Par contre, je suis fan de, je sais pas ce que je vais vous donner comme exemple, mais euh, de l'harmonie dans le monde. Bon, ça c'est vaste, hein, bien sûr, mais tous mes efforts, tout mon comportement doit tendre vers ça. Et ça,
Au niveau 1 et 2, on ne l'a pas. Quelque part, on n'a pas l'outillage pour. Voilà. Je pense qu'il y a ça. Des fois, je parle de technologie embarquée. Oui. HPI, THPI n'a pas la même technologie embarquée, neurotypique non plus. Et que là-dedans, il y a la volonté. Il y a forcément de la conscience, dont on parle aussi Dabrowski. Il y a de la métaconscience, c'est-à-dire je suis Oui. conscient que je suis conscient. Bah oui, Et ça, il y oui. a de la métacognition, c'est je sais ce que je sais pourquoi je sais ce que je sais. Oui. Et ces niveaux d'étage-là, je pense qu'ils n'existent pas au premier niveau. Non. Alors possiblement, ils peuvent s'entraîner. Ils vont être plus automatisés THPI et ils sont délivrés de manière... ils sont délivrés, mais dis souvent THPI est zut, ah oui, le THPI est livré en série là où HPI est livré en option. Ça me permet de mettre des Hein. nuances. C'est-à-dire que HPI doit travailler plus, mais en fait, le fait d'avoir THPI donne des objectifs. Et moi, je m'intéresse au TT, HPI ou au 4T ou plus, parce que ça donne des directions, possiblement des emmerdements, des traits communs, et des invariants aussi de vers où on va. Effectivement, aussi, plus on va, plus on monte, plus on va. Enfin, monter, c'est pas que séquentiel, c'est aussi du multidimensionnel avec des sauts quantiques. Absolument. Euh, plus il y a une spiritualité, alors je vais rarement sur le sujet parce que ça part dans tous les sens, mais en tout cas, il y a une quête d'absolu et de dimension supérieure. Mm. Et ça, je pense que c'est une dimension aussi très importante pour nous, les thérapeutes, parce que c'est assez amusant d'ailleurs, parce que les gens n'osent pas en parler de ces aspects-là spirituels, de leur connexion à certaines choses, de leurs intuitions, vous voyez, Alors après ça, on appelle ça comme on veut, hein, mais quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer là-dessus, c'est très, très fréquent. Après, il y a des manifestations très différentes de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que souvent, il y a une recherche spirituelle, quelle qu'elle soit. Et ça signe vraiment l'entrée en niveau 4, hein. Mais c'est pas facile à dire parce que vous dites ça à une cryo, bah, la cryo va vous dire, ah non, mais voilà, moi j'ai une patiente, elle est avocate, hein, donc bien, bien rationnelle, bien tout ce que vous voulez. Bon, bah, elle s'intéresse à la physique quantique, et puis du coup, bah, ça l'a balancé dans certains univers spirituels, etc., etc. Et c'est C'est son bon. kiff aujourd'hui, le reste, ça ne l'intéresse plus, quoi. Enfin, voilà, c'est. Tous les chercheurs supérieurs, donc on est plus dans le monde des génies, ils vont forcément, ce qui a été le cas d'Abrowski, s'intéresser à la spiritualité ou à la religion selon le pays dans lequel ils sont. Bien sûr. Évidemment, ou Grothendieck dont j'ai parlé, ou j'espère que je vais avoir une interview qui est prévue sur Grothendieck, malheureusement pas avec lui, Ouais. ou Perelman, forcément on arrive là, évidemment. Ouais. Voilà. Après, bah, on ne peut pas prouver, hein, mais il y a cette intuition qu'il y a quelque chose au-delà. Voilà. Après, on l'appelle comme on veut, on l'appelle Dieu, on l'appelle autre chose, hein. C'est pas le sujet, en fait, on s'en fiche. Mais il y a cette perception d'une dimension autre. Il y a une quête, en Et fait, il il y y a a une une quête. quête, ouais. Et une aspiration, en fait.